J'ai la joie, la chance aujourd'hui d'interviewer Nathalie Reason. Nathalie Reason qui est coach certifié en PNL, en, en plein de choses, en fait énormément. La liste serait longue. Ancienne sportive d'élite. Euh, En fait, Nathalie, ben, comment tu es arrivée à vouloir tout d'un coup accompagner les gens? Alors, c'est une histoire, c'est l'histoire d'une vie, comme beaucoup de coachs. En fait, on n'est pas coach, donc naître du verbe naître, mais on le devient, puisque effectivement, c'est le chemin de vie qui mène à une évidence de vouloir, à un moment donné, faire participer, euh, accompagner les gens sur une prise de conscience. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a habité tout le temps, mais qui s'est très peu concrétisé et qui, au fil du temps, au fil des années, en fait, est arrivé comme une évidence. Là, juste là, bah, écoute, tu as fait des formations, tu as fait des trucs pour toi, puis d'un coup, plouf, voilà. Bah, c'est là, il y a le local qui arrive, il y a les gens qui viennent, il y a les gens qui te demandent, et puis tu commences. Mhm. En fait, c'est que toi-même, tu as fait une prise de conscience. Alors, tout à fait, effectivement, j'ai eu une vie bien tranquille pendant certains temps, enfin bien d'après mes valeurs, d'après tout ce que j'avais appris, une petite éducation bien ficelée. Puis tout d'un coup, l'événement, comme dans beaucoup d'histoires, il y a un événement, une fois, qui vient frapper, qui vient heurter, qui fait qu'effectivement, on prend conscience que quelque chose fonctionne pas de la manière dont on pensait qu'elle fonctionnait ou que ça ne va pas passer la même chose qu'avant. Donc, moi, ce que j'ai fait justement lors de cette prise de conscience, après un mariage de 20 ans où j'avais très peu été regardée à l'extérieur, certaine que tous mes dogmes et mes valeurs étaient les meilleurs du monde, et bien tout d'un coup, je me suis dit non, là, ça va pas. Il y a quelque chose qui bug. Et puis, je suis partie, en fait, du jour au lendemain, marcher sur le chemin de Compostelle. J'ai été comme une grande ferme-maison-plette chez Oxner Sport, pour ceux qui connaissent un petit peu cette enseigne en Suisse. Et je suis arrivée là en disant, voilà, bah, écoutez, je vais faire quelque chose, je vais aller marcher pendant un mois. Puis on m'a regardé de haut en bas, on m'a dit, vous? Je dis, eh oui, moi. Et alors là, le vendeur s'est fait plaisir, hein, parce qu'il m'a tout donné. Et puis, j'étais bonne cliente. Donc, j'ai dit, on ne sait jamais, vu que je n'étais pas vraiment partie comme ça de ma vie, j'avais 40 ans, hein, je venais de sonner les 40 ans, bah, j'ai pris. Et puis, je suis arrivée effectivement sur le chemin de Compostelle en me disant que mon sac risquerait d'être un peu lourd. Et, euh, et je me suis allégée au fur et à mesure de l'aventure. J'ai fait 1000 km à pied seule, en faisant des rencontres extraordinaires, en menant un petit journal de bord au début, puis ensuite en coupant complètement contact avec tous les miens, pour être vraiment dans cette démarche qui était nécessaire pour moi, de pouvoir marcher on va dire, entre 4 et 8 heures par jour, suivant les journées, hein. D'accord. Donc vraiment un beau passage dans un certain sens. Mais qu'est-ce qui t'a amené à tout d'un coup prendre cette décision, de dire bah, je vais marcher, je vais faire 1000 kilomètres. Alors, ben justement, il y a un truc qui va pas dans ta vie, il y a toutes tes valeurs. En fait, en général, c'est des effondrements de valeurs, hein. Quand il y a un événement et puis une réaction derrière de prise de conscience, c'est qu'il y a l'effondrement de valeurs. S'il y a l'effondrement de valeurs, c'est que les valeurs n'étaient pas bonnes. Donc, résultat, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui effectivement ne fonctionnait pas parfaitement dans tout ce que j'avais mis en place. Et puis, hop, je me suis dit, bah, la seule manière de voir plus clair là-dedans, c'est de prendre du recul, d'aller faire cette marche que je connaissais pas du tout, hein. J'ai vraiment été comme une bleue, on peut le dire. On m'avait parlé de ça, quelqu'un m'avait demandé de l'entraîner pour ça en me disant voilà, écoute, bah, je vois que t'es pas très bien, viens m'entraîner un petit moment. Quand j'ai été entraîner cette personne pour la première fois, je me suis dit mais en fait ça a l'air pas mal ce truc. Puis j'ai un petit peu approfondi, mais vraiment très légèrement. Et puis je me suis laissée porter vraiment totalement par l'aventure. Puis en me laissant porter, ça m'a permis d'être vraiment de faire des rencontres extraordinaires, parce que bah, de voir une grande blonde a signifié que ce qu'on ne voit pas ici, c'est que je fais 1,82 m, donc une grande blonde comme ça, tout d'un coup s'aventurer sur un chemin un petit peu périlleux, seule, de surcroît. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et tout d'un coup, on va peut-être aller lui parler, ou moi peut-être faire de la démarche d'aller parler aussi aux gens complètement inconnus. Et puis tout d'un coup, vraiment des masques qui tombent pour une aventure extraordinaire. Donc, je pense que maintenant, la marche de Compostelle, le chemin de Compostelle est très connu, puisqu'elle est beaucoup plus médiatisée qu'avant. Je pense que tout le monde a entendu dire et entendu parler de cette démarche, et c'est vrai qu'elle était extrêmement profonde, parce que voilà, totale et complète jusqu'au bout de l'aventure. On n'a même pas envie de revenir à la fin, pour tout dire. Tu vois.
Je veux dire, moi, je suis arrivée à Compostelle presque en reculant, en me disant, mais non, je veux pas que ce soit fini, je veux pas. Et je voyais tout d'un coup beaucoup de monde. Alors, pendant des semaines, on voit pas forcément beaucoup de monde. On voit nos pieds, puisqu'on en prend extrêmement soin, puisque sont nos pneus, hein, nos pieds. Chaque soir, on passe beaucoup de temps à les caresser, à les regarder, à les embaumer, à les crémer. Et puis, en fait, tout d'un coup, on arrive, on se dit, ah non, je veux pas que ce soit déjà fini. On a pris l'habitude aussi de marcher, on veut pas revenir et on met quand même un petit peu de temps à en fait revenir dans la civilisation près de nos proches qui nous prennent en fait à la fin d'une aventure que eux n'ont pas vécue forcément, mais qui est vraiment unique. Voilà. Et avant ça, il faut quand même dire que tu avais plusieurs business, que tu ancienne employée de banque, donc vraiment dans le côté capitaliste, matérialiste. Tu prenais pas beaucoup de temps pour toi et c'était ça le changement, c'est que tu as pris tout d'un coup un mois pour toi. Alors, j'ai pris un mois pour moi, effectivement. Donc, je rappelle, j'avais 40 ans. Juste avant cela, en fait, j'avais pas pris de temps pour moi du tout. C'est pas que j'avais l'impression de m'oublier, mais je me voyais pas, puisqu'en fait, pour moi, tout ça, ça me suffisait. C'était ma vie. C'était ça. OK? Et il faut vraiment, des fois, des prises de conscience directes qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes pour comprendre et attendre un moment avant de se relancer. Alors, je garde toujours quand même cette réputation d'aller extrêmement vite. Alors, souvent, on me dit, tu vas tellement vite que tu vas déraper dans les virages. C'est peut-être un peu le cas par moment, mais c'est vrai que là, j'ai su prendre le temps et pour moi, c'était extrêmement nécessaire de justement faire ce petit pas de recul, cette observation de tout le paradigme, de tout ce que j'avais mis en place, parce que, comme tu le dis, j'ai une éducation plutôt traditionnelle. Je me suis mariée jeune, j'avais 21 ans, j'ai eu mes enfants, les deux premiers, à 24 et 26 ans. Et puis, tout ça roulait très bien, hein, parce que c'était bien huilé, bien préparé, bien fait, etc. Et tout d'un coup, pouf, l'événement qui fait qu'effectivement, waouh, il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Et de prendre un pas de recul, de prendre un temps pour soi, s'ouvrir à quelque chose. On dit qu'après une demi-heure de marche, en fait, tu tombes dans un état méditatif, un état de conscience modifié. Si tant est que la conscience modifiée soit réellement prouvée, puisqu'en fait, il y a maintenant des théories qui disent que l'état de conscience modifié est l'état actuel et que voilà, c'est l'état de présence en fait. Hein, parce que rien que le fait de te parler, je suis en état de conscience modifié, à quelque part, puisque je suis attentif sur toi. Bon, mais bon, on ne va pas développer cette théorie ici. Donc, ce qui fait qu'effectivement, au bout de 30 minutes de marche, tu as quelque chose qui se passe sur un retour à l'intérieur, comme si tes yeux, en fait, se tournent sur l'intérieur et commencent à étudier un petit peu les choses. Tiens, tu as fait ça un jour. Tu as des idées, des fois un petit peu farfelues qui te viennent à l'esprit. Et puis surtout, tu continues d'avancer, tu continues de marcher. Donc, il y a cette technique qui est très connue dans les marches afghanes, hein, aussi, marches conscientes, hein, qui sont aussi, on voit des personnes marcher des kilomètres sans vraiment avoir un impact physique, mais vraiment avoir ce mieux-être, on va dire, mental qui s'opère. D'ailleurs, au retour, certaines personnes m'ont dit, en fait, tu t'es évité 10 ans de psychanalyse. C'est peut-être un peu vrai. Donc, c'est vrai qu'on vient complètement modifié. On revient complètement modifié. Et toi, donc, qu'est-ce que ça a amené comme modification dans ta vie, en fait? Quel changement, quelle prise de conscience ou quelle chose t'as pu libérer? T'as dit que dès le début, ton sac était trop lourd. Ah oui, mon sac était trop lourd. Qu'est-ce que t'as les changements? Alors, je ne sais pas si des personnes ont vu le film de Compostelle où justement il y a une jeune personne qui part avec son sèche-cheveux, etc. Ce n'était pas mon cas quand même, j'en étais pas à ce point-là. Mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que c'est le chemin de la vie, le chemin de Compostelle, et qu'on a vraiment cet allègement qui s'opère, cette nécessité en fait de retour à l'essentiel. On se désencombre de l'inutile, j'aime beaucoup dire ça. Et on va sur l'essentiel, sur la légèreté, sur la liberté, sur la libération. Et puis après, effectivement, ce chemin, il y a le retour qui nous fait nous replonger dans ce qu'on était avant. Parce que les gens aimeraient que, comme un retour de vacances, en fait, on revienne exactement au même niveau qu'avant. Hein. Et puis tout d'un coup, de se dire qu'en fait, ces affaires, comme tu le dis, j'avais des entreprises, me correspondaient plus vraiment. Je me sentais vraiment en décalage. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire des cours, si ce n'est que je les avais développés aussi auparavant. Hein. Je n'étais pas non plus complètement fermée, puisque j'ai ce passé que tu as décrit de sportive d'élite, où on avait la sophrologie, etc., depuis toute petite, en fait, que j'ai pratiqué avec une maman qui était vraiment
très tournée naturelle. Donc, l'ouverture était là, mais là, j'ai décidé d'approfondir. Puis, au moment de l'approfondissement, en fait, je suis retombée enceinte. J'ai j'ai une enfant de 7 ans aujourd'hui, en plus de mes grands qui ont 23 et 25 ans. Et là, s'est produit vraiment quelque chose, un événement avec une séparation extrêmement délicate et difficile, voire complexe, qui m'a fait me dire, OK, tu as 40 ans, tu as plein de choses qui se sont dynamisées autour de toi, tu as monté des boîtes, tu as été marcher même, t'en fais quoi de tout ça? Et puis, j'ai vu, en fait, cette petite, je me disais, il y a un truc qu'il faut qu'elle comprenne. Il y a une ouverture de conscience que je dois transmettre différemment, en tout cas, de ce que j'ai pu faire avec mes premiers enfants, qui sont très bien, hein, mais qui n'ont pas forcément la même maman, qui n'ont pas eu la même maman que la maman que je suis aujourd'hui pour ma petite dernière. Et du fait de cela, j'ai décidé effectivement d'entamer beaucoup d'études, d'approfondissement sur des techniques aussi bien de thérapie épigénétique, de neurosciences, de PNL, comme tu l'as dit, de techniques méditatives, approfondir la sophrologie, la psychogénéalogie aussi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup cherché de réponses. Et puis, j'ai commencé à pouvoir petit à petit bâtir quelque chose qui est aujourd'hui un programme, hein, un concept qui s'appelle Des étoiles plein les yeux, pour justement insuffler cette conscience source, cette conscience à l'enfant dès le départ. Okay, te dire, OK, tu as 50% de gènes du côté de maman, tu as 50% de gènes du côté de papa, on va faire un grand shake ensemble, un petit cocktail comme ça, et maintenant, qu'est-ce qui va sortir? Alors, avec toutes les découvertes qu'on a pu faire récemment grâce à l'IRM sur le fonctionnement du cerveau, sachant qu'on en connaît qu'une tête d'épingle, hein, c'est tout petit ce qu'on connaît actuellement sur le cerveau, mais là, on a déjà pu voir que, et je pense que tu connais très bien cette étude aussi, que le bonheur, on peut le créer soi. Et que les gens qui vivent heureux vivent plus longtemps. Tiens, c'est pas mal ça quand même comme concept. C'est un bon début, moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Hein. Je crois qu'il faut approfondir. On peut l'approfondir, hein, tu es d'accord? Mais justement, de se dire, waouh, ok, alors si à 40%, en fait, je peux créer mon bonheur, quel que soit le contexte, que je peux être heureux malgré tout ce qui se passe, malgré les épreuves de la vie, malgré... eh ben, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et moi, je peux le développer en étant juste moi, en cherchant mes ressources, en faisant émerger, en fait, peut-être des choses qui étaient endormies. Et puis ça, j'ai décidé de l'appliquer forcément dans l'éducation de ma petite dernière. Et puis, au fil du temps, j'ai des personnes qui sont venues me consulter pour justement cette ouverture-là. Et autour de ça, j'ai monté et mis en place un programme, un concept qui s'appelle Des étoiles plein les yeux, qui est basé notamment sur les notions de parentalité positive et bienveillante, et puis de faire de l'enfant adapté, de passer à l'enfant réalisé, en fait. Et puis, puisque je parle beaucoup, hein, Patrick, tu m'interromps. Je t'en fais pas, je t'interromprai si c'est nécessaire. Là-dedans, sont intervenus, il y a eu en fait encore les attentats de Paris l'année dernière. Et puis là-dessus, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Ce qui se passe, qu'on voit, enfin, et les enfants qui sont aussi mêlés à ça, en fait, la génération qui vient va être bercée dans une civilisation qui est complètement délirante à quelque part, hein, avec tout ce qu'on leur propose, et dit là, il y a quelque chose à faire. Il faut aller vers les écoles, il faut aller parler, il faut aller transmettre en fait ce qu'on peut justement pour les générations futures. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent moi, j'interviens pas sur les enfants. Non, je veux pas. Parce que c'est difficile, tu comprends, si tu as un enfant en cabinet ou en consultation individuelle, il ressort, il est tout bien, puis quand il retourne après chez lui, forcément, lui, il ne peut pas changer le contexte parce qu'il est soumis à l'autorité de ses parents. Hein, lui qui peut décider des choses. Il a beau dire mais Nathalie, elle m'a dit ça. Mais au bout d'un moment, autour du pas, on va lui dire tais-toi. Hein, on dirait qu'il faudrait presque changer toute la cellule. Moi, je suis partie. C'est une question là qui me brûle les lèvres dans la parentalité positive et quand tu accompagnes un enfant, est-ce que justement tu prends le parent à un certain moment pour travailler avec? Ça, c'est génial. Ça, c'est le cadeau du roi, tu sais. Je me dis, génial, il y a le parent qui veut... Alors, souvent, le parent fait la démarche pour l'enfant parce que rarement, un enfant appelle. Et tu le sais justement aussi bien que moi, c'est qu'on aime bien, nous, que les personnes fassent elles-mêmes la démarche d'appeler le thérapeute ou le consultant ou le coach
pour entamer une démarche. Mais l'enfant, souvent, ne peut pas le faire. Alors, il y a des enfants qui sont suffisamment éveillés qui disent j'ai besoin d'aide, mais pas toujours, ok, et même moins souvent. Donc, effectivement, on a un contact avec le parent en premier. Mais on peut lui expliquer sa démarche. On peut lui dire, écoutez, moi, je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin, hein, je suis coach en développement personnel, j'ai mon expérience de maman, de femme, de maîtresse, de chef d'entreprise, d'accord? Et en même temps, voilà ce que je peux vous amener. Mais dans ce que je peux vous amener, il va falloir à un moment donné mettre aussi un pied, puis 2 pieds dedans. Parce que vous faites partie de cette démarche. Et là, j'explique un petit peu des notions de constellation, hein, puisqu'il y a quand même des mélanges dans des étoiles plein des yeux. Il y a une constellation familiale, il y a une approche psychogénéalogique, une approche méditative, sophrologique, etc. Donc, du coup, je mêle un petit peu mes connaissances de constellation. Je dis, voyez, si vous tournez l'enfant, si vous tournez le dos à votre enfant dans une pièce, à un moment donné, il va venir vers vous pour chercher votre regard. Et maman, tu m'as entendu, ou et papa, tu m'as vu, d'accord? Donc, forcément, il va s'orienter d'une autre manière. La constellation, c'est ça. C'est justement, si vous faites faire une démarche à votre enfant, il va s'orienter d'une nouvelle manière. Donc, à un moment donné, vous devez aussi vous le rejoindre là-dedans. C'est un mouvement commun, d'accord? Et là, en fait, les gens sont très heureux même de pouvoir participer à ça. Alors, il y aura toujours les parents pressés, il y aura toujours ceux qui veulent que… T'as pas une baguette magique, Nathalie? Hein? Ben non, j'en ai pas, je suis désolée, je ne suis pas la fée clochette, je peux bien me faire une petite coiffure comme ça, mais ça ne marchera pas. Il y a un effort derrière, il y a une pratique, il y a une régularité, il y a une volonté aussi des parties à réunir pour que ça avance et pour que ça bouge. Mais après, en fait, la récompense, elle est tellement géniale et la tranquillité que ça peut amener par des évidences, souvent des parents disent « Ah, mais ouais, c'est vrai que si on propose le choix à un enfant, j'ai pas besoin d'utiliser l'autorité. » Enfin, genre, le matin, tu vois, écoute, tu vas mettre tes bottes rouges parce qu'il pleut dehors. Et puis, dépêche-toi parce qu'on a peu de temps. Tu te dépêches, tu mets tes bottes rouges, les bottes de pluie, etc. Et le gamin, ben non, je ne veux pas mettre mes bottes de pluie, maman, j'ai pas envie, etc. Si, tu vas les mettre, autrement, je les enfonce moi-même. Ça, c'était peut-être le fonctionnement d'avant. Et puis, tout d'un coup, de proposer aux gens, à l'enfant, dis donc, t'as vu, il pleut dehors. Regarde, si tu es d'accord, on va mettre les bottes rouges. Tu te souviens, tu t'étais bien amusé la dernière fois, tu avais sauté dans les flaques. Ce que je te propose, c'est que on peut aller même sauter dans les flaques ensemble lorsqu'on sort. Tu choisis, à toi de voir, mais ce serait vraiment la chose la plus adaptée. Et tout d'un coup, l'enfant ne prend pas la chose comme un ordre, mais comme quelque chose qu'il va pouvoir moduler lui-même. Et en plus, participatif avec son parent. Ça, il adore. Donc, forcément, il est très volontaire. Et il y a aussi la prise de responsabilité de l'enfant, c'est lui qui choisit, donc il est responsable et ça le valorise. Tout à fait. Donc, souvent, le choix des habits, à des moments, peut être un peu complexe et compliqué. Hein, pour un enfant, dire non, je ne veux pas mettre ce que tu me donnes, parce que tout d'un coup, il a un besoin de s'exprimer, besoin de prendre position. Enfin, la période du non est le moment où l'enfant grandit. Tout d'un coup, il se conçoit en tant qu'être. Je suis, donc respecte-moi. Donc, on peut aussi comprendre que ce non et l'aider, enfin, comprendre ce non et l'aider dans cette démarche pour l'accompagner. Enfin, c'est un peu notre rôle. Un enfant ne nous appartient pas. Puis, il est dit qu'à chaque naissance d'enfant naît un nouveau parent. Hein, il n'y a pas de mode d'emploi pour les enfants. Enfin, moi, j'en ai 3. Quand ils sont nés, je n'avais pas quelque chose sous la patte gauche qui me disait, voilà, alors tu vas devoir faire avec ça, ça, ça. D'accord? Et chaque enfant dans une cellule, j'appelle cellule familiale, va développer son identité propre. On pourra donner la même éducation, il va sortir différemment. D'accord? Avec des plaintes, des choses qu'il vous dira plus tard, etc., comme des perceptions qu'il a pu avoir à différents stades. Et généralement, les gens, ils viennent te voir pour quel genre de problématique, quel genre de frustration ou de difficulté Le gros déclencheur, en général, c'est l'école. L'école dans nos sociétés, ça reste un grand observateur. C'est oui, il ne s'intègre pas bien, il n'a pas de copains, ou alors il est toujours en train de taper les autres, ou alors c'est la maîtresse qui m'a dit de, etc. Parce que c'est vrai que voilà, l'enfant est aussi soumis à un stress quotidien. Le parent le voit peu en fin de compte, son enfant. Il travaille souvent, les 2 parents travaillent, il part très vite le matin, souvent stressé, pose son enfant à l'école, puis j'ai 8 heures de temps, là ça va être cool. Et puis en fait après, tac, le stress, hop, je retourne chercher mon gamin,
je viens le reprendre, etc. Puis j'ai à peine eu le temps de lui faire les devoirs que déjà il doit se coucher. D'accord? Donc en tout, c'est très très peu. Et se dire qu'en fait, ce temps, on peut faire un temps de qualité, ne serait-ce même que dans la voiture avec son enfant. On peut parler à son enfant, on peut s'exprimer, on peut lui demander comment s'est passée sa journée. On peut décider aussi, nous, de se mettre dans une démarche de relaxation avant d'aller chercher un enfant. Entre deux rendez-vous, on peut respirer, prendre conscience de sa respiration, juste créer un petit temps d'espace, enfin, un petit temps de recul, un petit espace, prendre de la hauteur avant d'aller chercher son enfant. Ça prend souvent que 10, 15, 20 secondes. Tu le sais aussi bien que moi, faire 3 respirations, c'est pas beaucoup. Ouais, Et pourtant, si tu avais justement, tu viens de partager des outils super puissants, très, très intéressants. Ce serait quoi pour toi le plus fort? Qu'est-ce qu'un parent devrait faire, par exemple, qui va vraiment déjà changer énormément quelque chose? De prendre soin de lui. Je pense que, voilà, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, c'est tu as un devoir de prendre soin de toi quand tu es le parent. Parce que aussi bien ton enfant est le miroir de tes peurs et de tes angoisses, d'accord, sur lesquelles tu dois travailler, aussi bien toi, tu es un miroir pour lui. Si tu vas bien, ton enfant va bien, d'accord? Si le couple va bien, l'enfant va bien. Donc, prendre soin de toi, c'est vraiment ma réponse. Et tu as dit quelque chose de très, très important, un mot qu'on n'aime pas trop non plus parce qu'il est synonyme un peu de pouvoir, hein, mais puissant. Toi, tu es puissant pour toi. L'enfant est puissant pour lui. On peut être puissant pour nos enfants. On peut leur ramener quelque chose vraiment à la source pour qu'ils se transcendent, pour qu'ils découvrent leur potentiel. C'est pas parce qu'un enfant n'aura pas des bonnes notes en maths qu'il va pas être un bon matheux. Enfin, je veux dire, typique Einstein, on lui disait qu'il était nul, hein, et puis tout d'un coup, plouf, il nous sort des théorèmes que pas tout le monde a compris au départ. Moi, j'avoue que j'ai encore toujours un peu de peine, mais bon, des théorèmes qui fonctionnent, d'accord? Ok, donc on peut développer ses potentiels à tout âge. Voilà. Mhm. Et oui, c'est vrai. Alors vraiment à tout âge, hein, que ce soit enfant, que ce soit parent, cette puissance qu'on a en nous, comme tu le dis, c'est une clé de notre bien-être, hein. C'est notre bien-être et surtout là-dedans, il y a quelque chose. Alors, je parlais justement de la capacité à développer son potentiel de bonheur, en fait, sa cote de bonheur. Il y a aussi cette nouvelle chose dont on entend parler depuis quelques années, c'est le fameux quotient émotionnel, le QE. Après le QI, on a le QE, d'accord, qui est extrêmement important, de savoir reconnaître les émotions, savoir intégrer ces émotions, savoir les nommer. Ça, c'est très important. Dans l'éducation, en fait, qu'on a reçue tous, et encore les générations avant encore pire, hein, parce que si on regarde les droits de l'enfant, en fait, tout ça est bien récent. Hein, on prenne tout d'un coup l'enfant comme une entité, enfin, comme une personne, un être humain à part entière. Hein. Je rappelle rien que dans les hôpitaux, la douleur, elle a été gérée très tardivement hein, pour les enfants. Un enfant n'avait pas mal. Hein, d'accord tout d'un coup, pouf, on va faire des anesthésies aux enfants. Tiens, youpi. D'accord. Donc, toutes ces notions sont arrivées bien tardivement. Et là, savoir accepter l'émotion de son enfant, savoir accuser réception de l'émotion, du stress dans lequel il est ou de la joie dans lequel il est, c'est aussi savoir le reconnaître. Et là aussi, on a observé à l'imagerie cérébrale, en tout cas, des connexions extrêmement intéressantes au niveau du cerveau pour qu'il puisse développer son potentiel sur l'avenir. En fait, il va se sentir mieux et il va pouvoir aborder la vie avec beaucoup plus de plaisir. Et tous les neurotransmetteurs qu'on aime bien, hein, les dopamines, les ocytocines et tous nos petits copains adorés hein, dans le développement personnel. Hein. On adore cette notion de plaisir dans l'action. Et bien justement, si l'enfant peut nommer, gérer, qu'il se sent reconnu dans ses émotions, lorsqu'il souffre, il dit « moi je ne suis pas content », mais ça m'a lui dire « mais explique un petit peu ce qui s'est passé ». Ah, mais je ne suis pas content parce que ça, mais écoute, moi je pense que tu as raison d'être pas content. Je ne serais pas content non plus à ta place. Pas lui dire « oh mais c'est pas grave ». C'est autre chose, mon grand. Mais il ne sait pas, lui, ce que c'est autre chose. Donc, comment est-ce qu'on peut lui dire ça? Donc, justement, avancer, en fait, dans la connaissance, le mieux connaître, l'apprentissage des émotions, du quotient émotionnel.
et développer ses Et non seulement pour l'enfant, mais aussi pour le parent, hein. Quand le parent arrive à mieux comprendre ce qu'il vit comme émotion et comment il est aussi, c'est un bien-être pour lui-même. Effectivement. Donc, comme on disait, on travaille, et tu me disais, est-ce que tu aimes bien avoir le parent? Bah, automatiquement, l'enfant, en parlant de ça, déjà va rayonner sur sa cellule, sur ses frères, ses sœurs, voire même sur ses copains d'école. J'ai des enfants, des fois, qui me disent, ah, j'ai pris ma copine d'école avec, ça te dérange qu'on fasse la séance avec? Je dis, bah non, bah, on fait la séance avec. Et puis, on voit qu'en fait, l'enfant lui-même a envie de faire participer parce qu'il se sent mieux, il est bien. Il a envie de mieux se découvrir, d'encore approfondir justement. Il peut mieux dormir, hein, souvent des problèmes de sommeil aussi récurrents chez certains enfants, les amènent dans le cabinet. On me dit oui, il ne peut pas dormir, hein, en une séance d'un coup, mais il dort. Je dis mais c'est pas magique. Hein. Faut se rappeler qu'en fait un être humain normalement constitué vient au monde pour être en bonne santé. Hein. Oui. C'est l'inverse qui n'est pas normal. D'accord. Ok. Donc on est en bonne santé à la base. Dès qu'il y a un petit truc qui cloche, c'est que forcément, il y a eu un déclencheur sur le corps physiologique. Il ne peut pas dormir, ou il ne veut pas manger, hein, ou il mange trop, ça peut aussi être le cas, ou il ne parle plus. Forcément, il faut être attentif. Un parent qui ne sera pas attentif à ces signes extérieurs passera à côté de grandes difficultés qui viendront certainement plus tard, voire même à l'âge adulte. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on peut observer, c'est vraiment que tout vient de l'intérieur. Et après, on peut aller voir à l'intérieur quand on a justement un symptôme ou quelque chose. Et puis alors, des étoiles plein les yeux, tu m'as parlé de ça tout à l'heure, tu nous as parlé de ça tout à l'heure. Alors, j'essaie d'en mettre des étoiles plein les yeux. Mettre dans les yeux les enfants, justement, des étoiles plein les yeux. Et alors moi, ce qui m'a marqué quand on s'est rencontrés l'autre jour, on a parlé d'énormément de choses. Et quand tu as parlé de ce programme, tu avais vraiment les étoiles plein les yeux. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Quel est Alors, c'est un petit peu de référence justement à ce que je viens de raconter longuement, parce que je parle beaucoup. C'est vrai que le chemin de Compostelle, on dit que c'est la route des étoiles. D'accord? Donc, je disais, qu'est-ce que je peux faire en lien justement avec mon histoire qui me ressemble pour que justement, ça vient de l'intérieur, ce programme. Il y avait vraiment une nécessité de pouvoir, peut-être aussi d'accueillir la petite fille qui est en moi, hein, de dire si j'avais eu ça, peut-être qu'à certains moments de ma vie, j'aurais peut-être pu, mais on ne peut pas changer le passé, d'accord? Donc d'amener ça aux enfants, j'ai dit ok, des étoiles plein les yeux. Oui, c'est ce que j'ai envie que les enfants ressortent, des étoiles plein les yeux pour qu'ils donnent envie et qu'ils diffusent, qu'ils rayonnent en fait ce bien-être, cette conscience, cette ouverture de conscience sur leur être, sur leur je suis moi. Voilà. Alors ça se passe comment? En une soirée, en une journée, en un week-end? Ça j'aime bien parce que c'est toujours les questions. Écoute, t'as pas un truc tout modulé comme ça, un pack bien serré? Tout le monde étant unique, les consultations individuelles, forcément, c'est du sur-mesure. Un petit peu de la haute couture. Hein. Forcément, une personne viendra pour une problématique, ça pourra se régler très vite. Peut-être même des fois des petites peurs d'araignée ou de choses comme ça, ou du sommeil pourra se régler très vite. Puis il y a des choses un peu plus profondes qui vont nécessiter une approche un petit peu plus, on va dire, tranquille, en sécurité, hein, pour que l'enfant aussi se sente complètement investi de la démarche. Puis, il y a aussi ces ateliers qui sont sous forme de 8 modules pour justement l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle. Et puis là, en fait, j'utilise beaucoup les kimochi, hein, qui sont des poupées américaines, qui sont là. Il y en a 7 en total, donc je ne vais pas tous les montrer. Il y a Octopus, pardon, j'avais un truc de mémoire. Octopus, ça veut dire hug, hein, c'est le câlin. Octopus, elle a, par exemple, 6 tentacules. Hein. Une pieuvre, normalement, en a 8. Hein. Mais Octopus, elle est venue au monde et puis elle est toute contente, en fait, avec ses 6 tentacules. Elle accepte sa différence, tu vois. Et puis, elle a des tiroirs à émotions, comme tous les kimochi. Donc ça, c'est une chose que je fais avec les plus petits, je dirais jusqu'à 10 ans, où justement, là, tu as Bug. Bug est une chenille qui a beaucoup de peine et elle a très peur de passer dans l'inconnu. Forcément, un jour, elle va devenir papillon. Hein. Et puis, en devenant papillon, elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, elle garde ses ailes cachées, etc. Donc, il y a des outils comme ça que j'utilise dans ces ateliers d'intelligence émotionnelle sur lesquels je rebondis. Il y a les outils de méditation qui sont très importants.
Maintenant, on voit beaucoup apparaître la méditation en entreprise pour les grands et dans les milieux scolaires pour les enfants, parce que justement, elle apporte calme, sérénité, beaucoup plus de concentration et une aptitude d'apprentissage, en fait, vraiment un très haut potentiel, en tout cas là-dedans. Les méthodes sophrologiques aussi, avec lesquelles j'ai, moi, beaucoup appris dans le sport, justement, de haut niveau, d'accord. Et puis, après, toute la PNL, qui est connue depuis très longtemps dans les milieux scolaires, mais peu utilisée dans les milieux scolaires publics, peut-être, c'est une bonne idée, d'accord. Et puis, enfin, toutes les démarches, toutes les choses, tous les outils que j'ai pu rencontrer au fil du temps pour justement les adapter et les mettre dans ces ateliers. Il y a aussi des ateliers pour adultes qui sont sous forme de 4 jeudis soir en général. Et puis là, justement, ça donne un lieu d'échange et puis trouver des solutions aussi ensemble. Alors, il y a aussi des devoirs à faire entre les séances, peut-être parler positif. Ça peut être un devoir pour un parent, essayer de s'adresser à son enfant de manière positive. Enfin, genre, ne mets surtout pas les pieds sur le canapé. L'enfant va comprendre, mets les pieds sur le canapé. Pourquoi? Parce que, cher Patrick, si je te dis de ne pas penser à une girafe rose devant ton dressing demain matin, tu vas me maudire parce que tu vas penser à une girafe rose demain. Le cerveau a ce bénéfice de virer, en fait, complètement de sa dimension la négation. Oui, il n'arrive pas à la comprendre. Pardon? Il n'arrive pas à la comprendre, la négation. Non, tu vas voir cette girafe rose, elle va t'accompagner pas mal de temps. D'accord? Donc, justement, d'apprendre à l'enfant à dire, d'apprendre aux parents à dire à son enfant, écoute, ou de le cadrer avant, d'anticiper, c'est aussi ça le propre de l'adulte. Écoute, regarde, il y a un canapé là, alors s'il te plaît, reste sur la chaise ou reste là, etc. Ou alors dire carrément, descends de ce canapé, car voilà, j'aimerais que tu préserves son étoffe ou je ne sais quoi, son tissu, etc. Mais s'adresser à la positive. Et automatiquement, on va voir quand même des fois, juste un mot va suffire. Stop. Juste un regard va suffire. Et qu'on n'aura plus besoin de s'énerver. Ça va être très bien. C'est vrai que le langage a une force énorme. Et c'est vrai que souvent, on ne se rend pas compte. Ce que tu dis, c'est tellement juste. Et le langage corporel aussi. On voit que pour les enfants entre 0 et 4 ans, le langage corporel est extrêmement important, voire même plus important que le langage oral. C'est clair que se familiariser avec les voix est très important, mais en même temps, peut-être juste participer en touchant l'enfant, en lui montrant des gestes, enfile ta veste. Enfile ta veste, on pourra dire simplement ça au bout d'un moment. L'enfant nous aura compris. D'accord? Donc des petites choses comme ça qui font que on se facilite la vie. On croit que c'est très compliqué au départ. On se dit, ouais, elle parle, tout, ça a l'air tellement simple qu'il y a un truc, quoi. On sait déjà que les gens n'aiment pas le changement, n'aiment pas se remettre en question parce que, voilà, à valeur égale, bon, autant rester dans ce que je connais, d'accord? Mais explorer la nouveauté là-dedans, c'est s'épargner peut-être beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes de communication avec son enfant. Il faut toujours penser qu'un enfant est là pour la vie, même si à un moment donné, il s'émancipe, il devient grand, il gagne sa vie, etc. Mais à un moment donné, on le prépare quand même pour ce temps de libération. Et se passer, se dire, ok, moi j'ai peur de l'adolescence, je ne sais pas comment je vais gérer mon enfant, il devient grand, il change, voilà, comment je peux plus lui faire des bisous autant qu'avant. Mais si on a une relation depuis le départ très posée, très claire, tout va se passer logiquement. L'être humain est prévu pour que ça se passe logiquement. C'est nous qui nous posons beaucoup de problèmes. Et c'est vrai. Et c'est nos sociétés aussi dans lesquelles on vit, où effectivement, il faut tout d'un coup qu'un enfant se tienne comme ça, etc. Alors, je ne dis pas que les enfants doivent faire ce qu'ils veulent, non, c'est aussi poser un cadre, la parentalité positive. Le cadre rassure l'enfant, d'accord? Mais peut-être se dire qu'avant d'aller dans un supermarché, puis que l'enfant hurle et veuille tout, parce que c'est quand même difficile, se dire qu'il risque de vivre aussi un moment difficile dans ce supermarché. Cadrer cette visite dans le supermarché en couvrant ses besoins physiologiques avant, en se demandant s'il a mangé, s'il a assez bu, en lui expliquant ce qu'il va voir, en le faisant participer peut-être pendant les courses. Alors toi, tu t'occupes que des tomates rouges. D'accord? Je veux que ce soit les plus belles tomates. D'accord? Okay? Pour que justement tout ça se passe bien. Et le parent, en tant qu'adulte, peut anticiper, peut justement faciliter ce rapport.
Oui, tout à fait. Une question, ben, si les gens sont intéressés à participer à un de ces ateliers, par exemple, ben, c'est quand le prochain? Où c'est qu'ils peuvent se renseigner? Alors, le Comment ils site, peuvent te contacter? ouais, bah, alors ils me contactent, hein, au travers de toi déjà. Je pense que tu vas peut-être laisser mes coordonnées à quelque part, ou non, ou pas. Donc, il y a le site des étoiles plein les yeux. Donc, ça s'écrit des-étoiles-plein au singulier-les-yeux.com. D'accord. Il y a mon email hein, qui est très facile, donc nataliereason@gmail.com. Nathalie Reason tout en un. Et puis il y a mon téléphone 075, et oui, ça existe, 414 89 13, donc pour la Suisse. Voilà. Oui, oui, puis Ça, normalement, vous pouvez, c'est comme on fait, vous pouvez voir en dessous, il y aura sûrement en dessous, en dessous, les liens sous la vidéo, sur le côté, ça dépend en dessous, des Kimochi, moi. Kimochi en japonais, ça veut dire émotion. Hein. émotions. Mhm. Émotion. Donc ça, c'est déjà bien parce qu'en fait, les enfants, quand ils savent justement prononcer le mot kimochi, je leur dis, tu vois, tu parles japonais. Tu m'avais pas dit. Hein. Donc justement, cette approche-là ludique. Donc effectivement, les coordonnées, c'est en dessous. Patrick va vous les donner. Ouais, ou en dessus, ou sur En dessous. le cadre ici, on verra. Voilà, exact. Donc voilà. Donc tu vois, effectivement, on peut créer son bonheur parce qu'on passe un très bon moment ensemble. Là, tu vois, tu apprends aussi des trucs, je pense. Hein. Et puis, on va pouvoir transmettre plein de choses à tous les gens qui nous écoutent. C'est sympa. Oui, oui. Alors, bah, justement, en parlant de transmettre, hein, si cette vidéo vous a plu, si cette interview vous a plu, transmettez aussi à vos amis, à peut-être des parents qui ont besoin d'entendre les bons conseils de Nathalie, se rendre compte qu'ils peuvent faire quelque chose, que leurs enfants peuvent évoluer dans un sens super positif et qu'en même temps, eux-mêmes peuvent évoluer dans un sens plus positif dans leur rapport avec leurs enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans la vie, de se sentir bien dans nos relations, de pouvoir vivre nos émotions. Tu as parlé de comprendre le quotient émotionnel. Hein, c'est quelque chose dans les générations d'avant où c'était très très peu appris, on n'en parlait même pas, hein, on n'en parlait pas, et si on regarde, en fait, les émotions sont le moteur de ce qu'on va faire. Hein, donc si on arrive à comprendre déjà nos émotions, à pouvoir mettre des noms dessus, des mots dessus, ce que les enfants peuvent apprendre maintenant, ce que nous aussi, en tant qu'adultes, on peut apprendre, puis après peut-être pouvoir les gérer à notre guise, les choisir. Hein, il y a aussi des techniques pour ça. Et bah là, je vous invite à prendre contact avec Nathalie ou avec moi. C'est avec plaisir qu'on vous aide dans une démarche ou dans l'autre. Il ne faut pas les mettre sous le tapis. Hein. Ça, c'est pas bien. Donc, les émotions, surtout, ne pas les cacher, ne pas leur mettre un couvercle, en fait. Hein, parce que ça fait effet cocotte minute. Hein. Plus il y a C'est ça. d'émotions, plus il y a ça. D'ailleurs, c'est justement dans l'atelier d'intelligence émotionnelle, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, cette fois, il y a une soupe d'émotions au tout début. Et on travaille là-dessus. Il y a des petits coussins comme ça, avec justement triste, etc. Les enfants imitent et parlent d'une dernière fois où ils ont été tristes ou heureux, etc. Et puis comme ça, les autres peuvent participer. Justement dire, je suis en train de faire la soupe à émotions. Alors ils adorent revenir parce qu'ils disent, est-ce qu'on va faire la soupe à émotions aujourd'hui? Et puis comme ça, ils ressortent justement ce qui se passe. Donc ça, c'est très important. Et les adultes peuvent le faire avec leurs enfants justement chez eux. Leur dire, comment tu te sens aujourd'hui? Hein. On voit aussi que souvent, demander à un petit enfant comment tu as dormi, il va nous répondre ça va, ça va. Quand peut-être lui demander et Doudou, il a dormi comment? Hein, et ton Doudou, il a dormi comment? On va obtenir beaucoup plus d'informations. Ah bah Doudou, il a fait un cauchemar, hein, il a eu très peur de la sorcière. Ah bah si j'avais été à la place de Doudou, effectivement, j'aurais aussi peur avec ce qu'il me raconte. Ça, c'est accueillir une émotion. Ça, c'est savoir aussi par des outils détournés, en fait, faire parler son enfant pour qu'il se sente bien. Un enfant qui se sent bien, c'est un peu comme nous quand on se sent bien. Ben, on a envie de faire participer, on rayonne et puis on est bien dans sa peau. Et on va être beaucoup plus justement dans le développement de nos potentiels, d'une énergie positive. Et puis voilà, donc t'imagines, si on arrive à transmettre ça à la source, c'est-à-dire à l'enfant, la génération qui vient, mais c'est juste cadeau, quoi. Oui, oui, et moi je regarde déjà en utilisant le genre d'outils que tu as partagé aujourd'hui. Moi, j'ai la chance d'avoir maintenant ma fille qui a un rayon de soleil, qui a des étoiles plein les yeux. Pas grâce à toi pour celle-là, mais en même temps, ben, j'invite vraiment les gens à faire connaissance avec ce que tu proposes parce que c'est le pas futur pour les générations futures. Voilà, exactement. Et
tu vois, tu parles de ta fille, effectivement. On a la chance, peut-être, puisqu'on est dans ce métier, de pouvoir avoir accès à certaines choses, d'être peut-être moins dans un stress de réalisation matérielle, on va dire, que ce que le Kidam peut être. Et du coup, de réaliser que l'essentiel, c'est vraiment le bien-être de nos enfants avant tout. Parce que dans le bien-être de nos enfants, bah, on va pouvoir, nous aussi, décupler, en fait, nos potentiels. Et grâce à ça, en fait, le prendre comme tremplin, hein, je disais tout à l'heure, miroir de nos peurs et de nos angoisses aussi, l'enfant, hein, forcément. Dès qu'on a un enfant, on n'est plus seul dans sa tête. Hein, on est toujours, ah, tiens, qu'est-ce que je dois faire, peut-être que ça, etc., pour ce soir. Mais aussi se dire que l'enfant va pouvoir, grâce en fait au cadre qu'on lui pose, au contexte qu'on lui montre positif, grandir sereinement et devenir un adulte heureux et épanoui. Et en fait, c'est ça qu'on tend tous à être. Hein. C'est un adulte heureux et épanoui. Donc, si on peut déjà, je dirais, labourer le terrain pour nos enfants, mettre la petite graine, commencer à arroser pendant toutes les années, pour que justement on voit grandir cette plante avec cette magnifique fleur qui va venir un jour s'ouvrir, eh ben c'est juste win-win, on va dire. Hein. On aime bien cette expression. C'est vraiment une action qui va être gagnante pour tout le monde. Et vraiment magique. Ben, un grand merci Nathalie d'avoir partagé. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Un grand merci vraiment pour les outils et les différentes choses que tu as partagées. Merci à Euh, toi. et puis, ben, je me réjouis d'avoir les commentaires des gens après avoir suivi des étoiles plein les yeux. Oui, Quels tu vont vois. être leurs témoignages? Alors, il va falloir faire un trucage, hein, peut-être. Faire sortir des étoiles partout. Hein. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir. Je te remercie beaucoup, Patrick, parce que tu es quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup, que j'ai eu même à un moment donné comme modèle hein, dans ta reconversion, parce que tu as aussi une histoire de vie derrière. Et ben voilà, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir participer à tes interviews et à tout bientôt. À tout bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Bye Merci. bye. Ciao.